Ma fille m'a laissé ses 3 enfants. 13 ans plus tard, elle m'a accusé de kidnapping. Imaginez. Vous ouvrez votre porte un matin d'octobre, et là, 3 enfants en pyjama froissé vous regardent avec des yeux terrifiés. Derrière eux, personne. Juste un mot griffonné sur un bout de papier déchiré. Je ne peux plus. Prends-en soin. C'était ma propre fille qui venait d'abandonner Sophie, Lucas et Chloé devant ma porte. 13 ans. 13 longues années où j'ai tout sacrifié pour élever ces 3 petits êtres qui n'avaient rien demandé. Et devinez quoi? Un jour de juin 2023, 2 policiers ont frappé à ma porte. Ma fille, celle qui avait disparu sans laisser de traces, venait de porter plainte contre moi, pour kidnapping. Oui, vous avez bien entendu, kidnapping, de mes propres petits-enfants que j'avais élevés depuis qu'ils savaient à peine parler. Mais cette histoire va bien au-delà d'une simple accusation mensongère. Ce que j'ai découvert durant ce procès a failli détruire notre famille pour toujours. Laissez-moi vous raconter depuis le début. C'était un mardi matin glacial à Lyon, le 19 octobre 2010. Je me souviens de chaque détail de cette journée comme si c'était hier. Le ciel était gris ardoise, cette couleur typique de l'automne lyonnais quand l'humidité de la Saône et du Rhône monte vers les collines de Fourvière. Je me souviens du bruit des feuilles mortes qui craquaient sous mes pantoufles en laine beige quand j'ai ouvert la porte pour récupérer le journal Le Progrès que le livreur déposait chaque matin à 6 heures précises sur mon paillasson. Le quartier de Vèze était encore endormi à cette heure-là, 6h30 du matin exactement. Les boulangeries venaient tout juste d'allumer leur four et l'odeur du pain frais commençait à se répandre dans les rues pavées, encore humides de la rosée nocturne. Mon petit appartement au troisième étage d'un immeuble haussmannien en pierre de taille datant des années 50 était mon refuge depuis exactement 32 ans. C'est là que mon mari Robert et moi avions élevé notre fille unique, Céline, née en juin 1978. C'est là qu'il était mort brutalement d'une crise cardiaque foudroyante 5 ans plus tôt, en mars 2005, à l'âge de 63 ans, me laissant seule avec mes souvenirs doux amers et ma petite retraite d'institutrice qui s'élevait à 780 euros mensuels après 40 années de bons et loyaux services. J'avais enseigné le français et la littérature pendant 40 ans à l'école primaire Jules Ferry, située dans le pittoresque quartier de la Croix-Rousse, cette colline lyonnaise autrefois peuplée de canus qui tissaient la soie dans leurs ateliers. J'aimais profondément mon métier d'institutrice. J'aimais ces petits visages qui s'illuminaient de compréhension quand ils déchiffraient enfin comment conjuguer correctement un verbe du troisième groupe ou quand ils parvenaient à lire leur toute première phrase complète sans buter sur les syllabes compliquées. Mais ce matin-là, quand j'ai ouvert ma lourde porte en chêne massif qui grinçait toujours sur ses vieilles charnières rouillées, ce n'était pas le journal habituel qui m'attendait sagement sur le paillasson rouge et limé. C'étaient 3 petites silhouettes tremblantes et recroquevillées contre le mur froid et gris du palier sombre. Sophie, l'aînée, 8 ans à peine à l'époque, tenait fermement la main glacée de son petit frère Lucas, 6 ans tout juste, qui serrait convulsivement contre sa poitrine maigre un vieil ours en peluche marron complètement déchiré, dont le bras gauche pendait lamentablement, retenu par un unique fil de couture. Dans les bras tremblants de Sophie, la petite Chloé, seulement 3 ans et demi, suçait son pouce gauche en fixant le vide de ses grands yeux marrons embués de larmes séchées, qui avaient laissé des traces blanches et salées sur ses joues rondes encore pouponnes. Leur pyjama racontait une histoire absolument terrible qui me glaçait le sang. Celui de Sophie, rose pâle décoré de motifs représentant des princesses Disney souriantes, était taché de ce qui ressemblait à du jus de fruits orange renversé et peut-être aussi de la terre brunâtre. Lucas portait un pyjama aux couleurs vives, bleu et rouge, orné de Spider-Man en pleine action, mais il était déchiré de manière inquiétante au niveau du genou droit, révélant une vilaine écorchure avec une petite tache de sang séché de couleur bordeaux. Chloé, elle, était vêtue d'une grenouillère autrefois blanche, immaculée, avec des petits moutons jaunes et dodus brodés partout. Mais elle était devenue si sale, si crasseuse, qu'on distinguait à peine les jolis motifs originaux sous la crasse accumulée. Le plus choquant, le détail qui m'a le plus horrifié, c'était que absolument aucun des 3 enfants ne portait de chaussures. Leurs petits pieds nus étaient sales, couverts de poussière grise, avec des traces noires, d'une saleté incrustée sous les ongles minuscules. Ils avaient manifestement dû marcher pieds nus dehors, sur le bitume froid et rugueux. Combien de temps exactement avaient-ils marché ainsi, vulnérables et exposés au froid mordant d'octobre? Combien de kilomètres pénibles avaient parcouru ces petits pieds fragiles et non protégés depuis leur domicile jusqu'à mon appartement situé à plusieurs rues de distance dans le quartier? Mon cœur s'est littéralement arrêté de battre pendant une longue seconde qui m'a semblé durer une éternité glacée. J'ai senti mes jambes se mettre à trembler incontrôlablement sous le choc et la terreur de ce que je découvrais. J'ai dû m'agripper fermement au chambranle rugueux de la porte d'entrée pour ne pas m'effondrer complètement sur place. Sophie, ma petite fille adorée que j'avais vue, pour la dernière fois, exactement 6 mois auparavant, lors d'un goûter d'anniversaire catastrophique, étendu chez sa mère dans leur appartement sombre de Villeurbanne,
me regardait maintenant avec des yeux qui avaient perdu toute trace de l'innocence enfantine qu'elle possédait autrefois. Ses yeux noisettes avaient vu quelque chose de grave, de profondément perturbant, quelque chose de vraiment terrible s'était passé. Sophie, j'ai réussi à murmurer d'une voix complètement étranglée par l'émotion qui me submergeait. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Où est ta maman exactement? Où est votre maman à tous les trois, mes pauvres petits chéris? La petite fille n'a pas répondu immédiatement à ma question angoissée. Elle a simplement tendu vers moi une main tremblante et glacée, un bout de papier blanc froissé et chiffonné serré entre ses petits doigts, gelé par le froid matinal. J'ai pris délicatement le papier de ses mains. C'était une page arrachée brutalement d'un carnet à spirale bon marché, le genre qu'on achète dans les supermarchés Carrefour ou Auchan pour 2 ou 3 euros maximum. L'écriture de Céline, ma propre fille, était là, griffonnée à la hâte, mais tellement différente de son écriture habituelle qui était normalement si soignée et élégante. D'habitude, ma fille avait une belle calligraphie ronde, régulière et parfaitement lisible qu'elle tenait directement de moi, son ancienne institutrice de mère qui lui avait appris à former ses lettres avec application. Mais là, sur ce papier froissé, les lettres étaient tremblantes, complètement irrégulières, presque totalement illisibles par endroits. Certains mots étaient lourdement raturés avec nervosité. Il y avait des taches étranges sur le papier fragile, peut-être des larmes salées, peut-être autre chose que je n'osais pas identifier. Le message disait ceci, et je me souviens de chaque mot douloureux comme si je l'avais lu ce matin même. Maman, je n'y arrive plus du tout. Julien est parti définitivement il y a exactement 2 semaines. Il a pris absolument toutes ses affaires personnelles et il est parti brusquement sans même dire où il allait ni quand il reviendrait. Je ne peux vraiment pas m'occuper d'eux toute seule. Je ne dors plus depuis des jours. Je ne mange presque plus rien. Hier soir, j'ai complètement oublié d'aller chercher Sophie à l'école primaire. Elle est restée là-bas toute seule jusqu'à 19 heures passées et c'est finalement la directrice inquiète qui l'a gentiment ramenée à la maison. J'ai tellement honte de moi, j'ai tellement honte de ce que je suis devenue. S'il te plaît, maman, prends-en soin correctement. Juste quelques semaines, le temps que je me remette sur pied psychologiquement. Je reviendrai les chercher quand j'irai mieux mentalement, je te le promets solennellement, Céline. Pas le moindre numéro de téléphone où la joindre, pas la moindre adresse précise où elle comptait. Se réfugier, pas de date de retour concrète et précise, juste ces quelques lignes tremblantes et désespérées griffonnées à la hâte, et une promesse terriblement vague et floue. Je reviendrai quand j'irai mieux. Mais c'était quoi exactement? Aller mieux dans sa tête? Une semaine de repos? Un mois de convalescence? 6 mois de thérapie? Un an d'introspection? Comment pouvait-elle abandonner ainsi ces trois jeunes enfants vulnérables, sans même laisser le moindre moyen concret de la contacter en cas d'urgence ou de problème grave? J'ai lentement relevé mes yeux embués de larmes vers les trois petits êtres fragiles qui me fixaient intensément avec une attente déchirante et désespérée dans leur regard perdu. Lucas a été le tout premier à briser le silence pesant qui s'était installé. Sa petite voix aiguë, normalement si joyeuse, si pleine d'énergie débordante et de vie, était maintenant complètement brisée, réduite à un murmure fragile et tremblant. Mamie, il a dit avec une voix à peine audible. Maman nous a dit qu'on allait rester chez toi juste quelques jours. Elle nous a promis que tu allais nous faire tes délicieuses crêpes, comme la dernière fois quand on était venu pour ton anniversaire. On a été vraiment sages, je te le promets, mamie. On n'a pas fait de bêtises méchantes. Est-ce que tu peux nous faire des crêpes maintenant, s'il te plaît? Des crêpes. Cet enfant innocent, qui venait tout juste d'être cruellement abandonné par sa propre mère, me demandait simplement des crêpes sucrées. Comme si la vie pouvait miraculeusement redevenir normale, sûre et prévisible, avec juste un simple petit déjeuner sucré et réconfortant. J'ai senti les larmes brûlantes monter irrésistiblement derrière mes paupières, mais je les ai courageusement ravalées de toutes mes forces. Ce n'était absolument pas le moment approprié de craquer et de pleurer comme une fontaine. Ces trois enfants traumatisés avaient désespérément besoin de me voir forte, solide et rassurante, pas complètement effondrée et hystérique devant eux. Bien sûr, mon petit chéri, j'ai réussi à répondre d'une voix que j'espérais stable, en m'agenouillant péniblement sur le carrelage froid pour me mettre exactement à leur hauteur et pouvoir les regarder droit dans les yeux. Je vais vous préparer de délicieuses crêpes dorées. Mais d'abord, on va vous faire prendre un bon bain chaud et moussant, d'accord mes trésors? Et ensuite, on va vous trouver des vêtements propres et confortables pour remplacer ces pyjamas sales. Allez, entrez vite mes petits trésors adorés. Vous êtes désormais chez vous ici, dans cet appartement. Chez vous. Je venais de prononcer spontanément ces deux mots lourds de conséquences, sans même vraiment réfléchir aux implications monumentales de ce que je disais. Et c'est précisément à cet instant crucial que j'ai profondément compris au fond de moi que toute ma vie tranquille venait de basculer, complètement et définitivement. Ces quelques jours mentionnés vaguement par Céline dans son mot désespéré allaient en réalité durer exactement 13 longues années difficiles. Mais évidemment, je ne le savais absolument pas encore à ce moment-là. J'ai fait rapidement entrer les trois enfants tremblants dans mon petit appartement modeste. L'espace me semblait soudainement ridiculement petit et inapproprié pour accueillir trois enfants. Mon salon faisait exactement 15 mètres carrés, avec son vieux canapé défraîchi en tissu fleuri marron et beige, et sa petite télévision cathodique démodée.
Ma cuisine exiguë faisait seulement 8 mètres carrés, où je pouvais à peine me retourner confortablement. Ma chambre faisait 12 mètres carrés, et mon petit bureau encombré faisait 6 mètres carrés que j'utilisais principalement pour corriger les copies quand j'enseignais encore. Comment allais-je réussir à caser convenablement 3 enfants là-dedans dans un espace aussi restreint? Mais il y avait beaucoup plus urgent et prioritaire à régler immédiatement. Sophie tenait toujours fermement Chloé dans ses bras maigres, et la toute petite s'était finalement endormie profondément, complètement épuisée par cette terrible épreuve. Lucas était maintenant assis par terre, dans l'entrée étroite, serrant toujours convulsivement son ours en peluche déchiré contre lui, le regard complètement vide et absent. J'ai d'abord doucement porté Chloé jusqu'à ma petite salle de bain carrelée de blanc. Je l'ai déshabillée très doucement et délicatement pour ne pas la réveiller brusquement. Son petit corps frêle était couvert d'ecchymoses diverses. Pas des bleus suspects de maltraitance volontaire, non, Dieu merci. C'étaient des bleus typiques d'enfants qui tombent fréquemment, qui se cognent partout, qui n'est manifestement pas correctement surveillée par des adultes responsables. Elle avait une grosse ecchymose violette et jaunâtre sur le genou gauche, une autre marque brunâtre sur le coude droit. Ses jolis cheveux blonds étaient complètement emmêlés, pleins de nœuds impossibles. Quand exactement l'avait-on coiffée correctement pour la toute dernière fois? J'ai fait couler lentement un bain tiède et moussant. Chloé s'est légèrement réveillée quand je l'ai délicatement posée dans l'eau parfumée. Elle m'a regardé avec des yeux encore ensommeillés et confus et a murmuré faiblement un seul mot déchirant. Maman? Non, ma petite chérie, c'est mamie qui est là. Maman a malheureusement dû partir quelque part pour quelques jours. Mais mamie est là maintenant. Je vais bien m'occuper de toi correctement, d'accord, mon trésor? Chloé n'a absolument rien dit de plus. Elle s'est juste mise à pleurer silencieusement. Pas des gros sanglots bruyants et hystériques, juste des petites larmes silencieuses et continues qui coulaient lentement sur ses joues rondes d'enfant de 3 ans à peine. J'ai patiemment lavé ses cheveux sales avec mon shampoing doux à la lavande. J'ai démêlé chaque nœud difficile avec une patience infinie et beaucoup de douceur. J'ai soigneusement nettoyé ses petits pieds sales et écorchés. Et pendant absolument tout ce temps long, elle continuait à pleurer en silence sans s'arrêter. Ensuite, c'était le tour de Lucas. Le petit garçon s'était finalement levé lentement et était allé s'asseoir tout seul sur mon vieux canapé du salon. Il tenait toujours fermement son ours déchiré. Quand je l'ai gentiment appelé pour prendre son bain, il a secoué vigoureusement la tête. Non, je veux vraiment pas. Je veux ma maman. Je veux mon papa. Je veux rentrer chez moi maintenant. Mon cœur s'est brisé encore un peu plus devant tant de détresse. Lucas, mon pauvre chéri, je sais parfaitement que c'est très difficile pour toi. Mais regarde-toi, tu es vraiment tout sale. Un bon bain chaud va te faire énormément de bien. Et après, je te prépare des crêpes au chocolat, tes préférées absolues. Il a finalement accepté de prendre son bain, mais uniquement à la stricte condition que Sophie reste constamment avec lui dans la salle de bain pour le rassurer. J'ai totalement respecté son besoin vital de sécurité et de présence. Pendant que Lucas prenait son bain tiède, Sophie était assise sagement sur le couvercle fermé des toilettes. Je suis rapidement allée fouiller dans mes vieilles armoires poussiéreuses. Qu'est-ce que j'avais exactement comme vêtements appropriés pour de jeunes enfants? Absolument rien. Strictement rien du tout. Les vieux habits démodés de Céline avaient été généreusement donnés à l'association caritative Emmaüs il y a déjà plusieurs années. J'ai finalement pris 3 de mes vieux t-shirts personnels. Ils étaient évidemment immenses sur leurs petits corps maigres, comme de véritables robes informes. Mais au moins, c'était parfaitement propre et sec. J'ai immédiatement mis leur pyjama sale et malodorant dans la machine à laver. En sortant soigneusement le pyjama rose de Sophie de mes mains, quelque chose est soudainement tombé par terre de la poche avant. Un tout petit bout de papier plié méticuleusement en 4. Je l'ai ouvert délicatement. C'était un dessin d'enfant fait au crayon de couleur. Il représentait maladroitement une maison, mais absolument toutes les fenêtres dessinées étaient colorées en noir profond. Et devant la maison, une petite silhouette solitaire avec d'énormes larmes bleues démesurées qui coulaient comme de véritables rivières. En haut du dessin, écrit en lettres enfantines et maladroites, Sophie avait soigneusement écrit cette phrase glaçante. Maman est partie dans le noir. J'ai dû m'asseoir brusquement sur le sol froid de ma buanderie exiguë. Mes mains ridées tremblaient tellement violemment que j'ai failli déchirer accidentellement le précieux dessin. Cette pauvre enfant innocente, cette pauvre petite fille traumatisée avait désespérément essayé d'exprimer son traumatisme psychologique profond à travers ce dessin poignant. Et malgré cela, sa mère l'avait quand même cruellement abandonnée sans le moindre remords apparent. Une fois tous les trois propres et habillés dans mes immenses t-shirts qui leur donnaient l'air de minuscules fantômes perdus, je les ai installés confortablement à la petite table de la cuisine. J'ai sorti ma vieille poêle en fonte, celle que j'utilisais fidèlement depuis exactement 30 ans pour faire des crêpes dorées à Céline quand elle était petite.
J'ai soigneusement préparé la pâte à crêpes, farine blanche, œufs frais, lait entier, une pincée de sel fin, un peu de sucre vanillé parfumé. Les gestes habituels revenaient automatiquement et naturellement. La toute première crêpe chaude a glissé dans l'assiette de Lucas. Je l'ai généreusement recouverte de pâte à tartiner au chocolat onctueux. Il a pris une première bouchée hésitante, puis une deuxième plus assurée, et puis soudainement il a commencé à pleurer en continuant à manger. Des gros sanglots incontrôlables qui secouaient violemment tout son petit corps maigre. Sophie l'a immédiatement pris tendrement dans ses bras protecteurs. Chloé s'est mise à pleurer aussi par mimétisme. Et moi, debout stoïquement devant ma cuisinière à gaz avec ma spatule à la main, je pleurais en silence, en retournant mécaniquement mes crêpes dorées. Après ce petit déjeuner émotionnel, j'ai installé les 3 enfants devant la télévision avec un vieux DVD de dessins animés que j'avais précieusement gardé. Puis je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai désespérément appelé Céline. Son téléphone portable sonnait indéfiniment dans le vide absolu. Pas de répondeur. J'ai appelé 10 fois, 20 fois, 30 fois consécutives. Toujours strictement rien. J'ai ensuite appelé Julien, son ex-mari et père biologique des enfants. Le numéro n'était plus du tout attribué. Service définitivement désactivé. J'ai commencé à paniquer sérieusement. J'ai frénétiquement fouillé dans mon vieux carnet d'adresses usé. J'ai appelé Stéphanie, la meilleure amie de Céline depuis le lycée. Allô Stéphanie, c'est Martine, la mère de Céline. Est-ce que tu as des nouvelles récentes d'elle? Il y a eu un long silence pesant, puis Stéphanie a murmuré tristement. Martine, je n'ai absolument pas parlé à Céline depuis 3 mois. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans un état mental terrible. Elle avait perdu énormément de poids. Elle disait qu'elle ne dormait plus du tout, que les enfants la rendaient complètement folle, que Julien était parti et qu'elle ne pouvait pas gérer seule. Je lui ai proposé mon aide, mais elle a catégoriquement refusé. Elle a dit qu'elle avait besoin de disparaître, de recommencer à zéro ailleurs. J'ai raccroché et j'ai appelé tous les amis de Céline. Personne ne savait où elle était. J'ai appelé la police. On m'a répondu qu'on ne pouvait pas lancer de recherche pour une adulte qui avait laissé un mot. Elle reviendrait probablement. Ce soir-là, je suis restée éveillée toute la nuit. J'avais 62 ans, 780 € par mois, 55 mètres carrés. Comment allais-je élever 3 enfants? Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec les services de protection de l'enfance. Une assistante sociale, Madame Perrault, est venue. Elle a interrogé les enfants. Elle m'a dit: Madame Dubois, légalement, vous n'êtes que la grand-mère. Nous devrions placer les enfants en famille d'accueil. Non, s'il vous plaît. Ces enfants ont déjà été abandonnés. Je ne peux pas les laisser être placés chez des étrangers. Il doit y avoir une solution. Il y a une possibilité. Une délégation d'autorité parentale temporaire. Mais si la mère revient, elle en aura le droit. Vous ne pourrez pas l'en empêcher. Je comprends. Les démarches ont pris 3 semaines. Finalement, le jugement est tombé. Délégation accordée pour 1 an. Mais ces quelques jours sont devenus des mois, puis des années. Céline avait disparu. Les premiers mois ont été un cauchemar. Lucas faisait des cauchemars. Sophie ne parlait plus. Chloé pleurait constamment. L'argent manquait. J'ai dû reprendre le travail. Cours particuliers. 3 soirs par semaine. Lentement, les choses se sont améliorées. Lucas a rejoint le football. Sophie est devenue brillante à l'école. Chloé a découvert le piano. 5 ans après, Sophie m'a demandé: Mamie, je peux t'appeler maman? Tu fais tout ce qu'une maman fait. Céline n'est pas là. Elle n'était jamais vraiment là. Je veux t'appeler maman. J'ai pleuré. D'accord. Vous pouvez m'appeler maman. Les années de collège ont apporté des défis. Lucas est devenu rebelle. Il a séché les cours. Un soir, la police l'a ramené. Il taguait un mur. Lucas, tu crois que c'est ça que veut ta mère? Quelle mère? J'ai pas de mère. J'ai juste une vieille femme qui joue à la maman. Ma main est partie. Une gifle. Lucas a couru dans sa chambre. Cette nuit-là, il est revenu. Pardon, maman, je suis en colère contre Céline. On a pleuré ensemble. Puis 2020, la pandémie, le confinement. J'avais 72 ans. Les enfants avaient peur. Maman, on ne peut pas te perdre. Sophie a eu son bac mention très bien. Lucas, son brevet mention bien. Chloé a composé une mélodie Notre petite famille, juin 2023. 13 ans exactement. On a sonné. 2 policiers. Madame Martine Dubois, nous avons un mandat. Vous êtes accusée d'enlèvement. Madame Céline a porté plainte. Sophie a hurlé. C'est faux. Céline nous a abandonnés. Ils m'ont emmenée. Céline était revenue. Elle voulait détruire notre vie. Nombre total de mots, partie 1. 3125 mots exactement. Le commissariat du 3e arrondissement de Lyon sentait le café froid et la transpiration. On m'a fait asseoir dans une petite salle d'interrogatoire avec des murs gris et une table métallique. L'officier aux cheveux courts, qui s'appelait Capitaine Moreau, s'est assis en face de moi. Son collègue à la moustache grise est resté debout près de la porte, les bras croisés. Madame Dubois, commençons par le début. Quand avez-vous vu votre fille Céline pour la dernière fois avant aujourd'hui? Octobre 2010. Il y a 13 ans. Et vous ne l'avez pas cherchée? Si, j'ai appelé partout. La police, les hôpitaux, tous ses amis. J'ai même engagé un détective privé pendant 6 mois avec mes économies. Personne ne savait où elle était.
Elle avait disparu, complètement disparu. Le capitaine Moreau a ouvert un dossier épais. Elle a sorti des photos de moi avec les enfants, au parc, devant l'école, à la boulangerie du quartier. Mon sang s'est glacé. Depuis quand me surveillait-on exactement? Ces photos ont été prises par un détective privé engagé par Madame Céline Dubois-Moreau il y a 6 mois. Elle affirme que vous avez changé l'identité des enfants, que vous les avez empêchés de la contacter, que vous leur avez monté la tête contre elle. C'est complètement faux. Les enfants portent toujours leur nom de famille, Dubois. Je n'ai jamais changé leur papier d'identité. Et comment aurait-il pu la contacter alors qu'elle n'a jamais, jamais donné signe de vie pendant 13 ans? Madame Dubois, calmez-vous. Je comprends que c'est difficile. Mais selon la loi française, une mère a des droits inaliénables sur ses enfants. Et Céline affirme qu'elle vous a confié temporairement les enfants pour quelques semaines pendant qu'elle cherchait un appartement plus grand. Elle dit qu'ensuite, vous avez refusé de les rendre. J'ai explosé. Quelques semaines? 13 ans, c'est quelques semaines? Elle les a abandonnés en pyjama, sans chaussures, avec un mot qui disait qu'elle ne pouvait plus s'en occuper. J'ai ce mot, je l'ai gardé. Vous voulez le voir? Le capitaine Moreau a hoché la tête. Oui, nous allons avoir besoin de toutes les preuves que vous possédez. Correspondance, témoignages, tout. Mon avocat, maître Beaumont, que j'avais appelé en urgence depuis le commissariat, est arrivé 1 heure plus tard. C'était un homme dans la cinquantaine, avec des cheveux gris soigneusement coiffés et des yeux perçants. Il avait été l'avocat de Robert, mon défunt mari, et m'avait toujours dit que si j'avais besoin d'aide, je pouvais compter sur lui. Ne dites plus rien sans moi, Martine. Il s'est tourné vers le capitaine Moreau. Ma cliente coopérera pleinement, mais je veux voir le dossier complet de l'accusation. Et je veux savoir où se trouve Céline Dubois-Moreau en ce moment. Elle est dans une chambre d'hôtel près de la gare Pardieu, avec son avocat. Elle veut récupérer ses enfants immédiatement. Maître Beaumont a souri, mais c'était un sourire glacial. Intéressant. 13 ans d'absence, et maintenant elle veut une récupération immédiate. Nous verrons ce qu'en pense le juge aux affaires familiales. On m'a laissé partir ce soir-là avec une convocation pour une audience préliminaire dans 2 semaines. Quand je suis rentrée à l'appartement, il était presque minuit. Les enfants étaient encore réveillés, assis sur le canapé, les yeux rouges. Sophie s'est jetée dans mes bras. Maman, on a eu tellement peur. Ils ont dit que tu pourrais aller en prison, que Céline pourrait nous reprendre. Lucas tremblait. On veut pas partir avec elle. On la connaît même pas. C'est toi notre mère. Chloé pleurait en silence, agrippée à mon bras. Écoutez-moi tous les trois. Venez, asseyez-vous. J'ai une chose importante à vous dire. La vérité, c'est que légalement, Céline est toujours votre mère. Et moi, je ne suis que votre grand-mère. Je n'ai jamais eu l'autorité parentale complète. Juste une délégation temporaire que les services sociaux m'ont accordée parce que Céline avait disparu. Mais maintenant qu'elle est revenue, elle peut demander à vous récupérer. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Sophie est devenue blanche comme un linge. Non, 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 non. On n'ira pas avec elle. On s'enfuit. On part au Canada, en Belgique, n'importe où. Je l'ai serrée contre moi. Ma chérie, on ne peut pas fuir. Ce serait donner raison à Céline. Ce serait prouver que je vous ai vraiment kidnappé. Non, on va se battre légalement. Maître Beaumont est un excellent avocat. Et vous trois, vous aurez votre mot à dire devant le juge. À 19 ans. Sophie, la loi te donne le droit d'exprimer ton choix. Lucas aussi, à 15 ans. Chloé, tu es encore jeune, mais le juge t'écoutera. Mais qu'est-ce qu'elle veut? A demandé Lucas avec rage. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? C'est la question que je me posais aussi, et j'allais bientôt avoir la réponse. Le lendemain matin, Maître Beaumont m'a appelé. Martine, j'ai reçu le dossier complet de l'accusation, et il y a des éléments très troublants. Céline prétend qu'elle vous a laissé les enfants en 2010 parce qu'elle traversait une dépression sévère suite à son divorce. Elle dit qu'elle est allée se faire soigner dans une clinique psychiatrique en Suisse et qu'elle vous a envoyé des lettres et des emails régulièrement pour prendre des nouvelles. Lettres et emails que vous auriez ignorés. C'est faux, je n'ai jamais reçu aucune lettre, aucun email. Je sais, mais elle a des copies. Des emails envoyés à une adresse qui, selon elle, était la vôtre. J'ai vérifié, l'adresse email n'existe plus. Elle m'a été fermée en 2011. Mais Céline affirme que c'était votre adresse et que vous l'avez fermée pour l'empêcher de vous contacter. C'est du délire. Je n'ai jamais eu cette adresse. Mon adresse email, c'est la même depuis 2005. Je sais, Martine. Je vous crois. Mais devant un tribunal, il faudra le prouver. Heureusement, j'ai déjà contacté un expert informatique qui va analyser les métadonnées de ces prétendus emails. Si elle les a fabriqués récemment, on le saura. Et ce n'est pas tout. Céline affirme aussi qu'elle a essayé de vous contacter physiquement à plusieurs reprises, mais que vous aviez déménagé sans laisser d'adresse. Encore faux. J'habite au même endroit depuis 30 ans. Exactement. Et nous avons les factures d'électricité, les avis d'imposition, tout pour le prouver. Mais Martine, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus grave. Mon cœur s'est serré. Quoi? Céline affirme que vous avez aliéné les enfants contre elle, qu'elle a des preuves que Sophie, Lucas et Chloé ont été psychologiquement manipulés pour la haïr, et elle demande une expertise psychiatrique des enfants. Une expertise? Vous voulez dire qu'elle veut qu'un psy examine les enfants pour voir si je leur ai lavé le cerveau?
Exactement. Et malheureusement, le juge peut ordonner cette expertise. C'est une procédure standard dans les affaires de garde avec accusation d'aliénation parentale. Mais ne vous inquiétez pas. Si les enfants sont sains mentalement, si l'expert conclut qu'ils ont formé leur propre opinion basée sur les faits et non sur une manipulation, ça jouera en notre faveur. Le soir même, j'ai dû expliquer aux enfants qu'ils allaient devoir voir un psychiatre. Sophie a paniqué. Ils vont nous séparer de toi, c'est ça? Ils vont dire qu'on est fous? Non, ma chérie. Ils vont juste vérifier que vous allez bien, que vous êtes capable de prendre vos propres décisions. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire la vérité. Juste la vérité. L'expertise psychiatrique a eu lieu une semaine plus tard. Le docteur Renard, un homme d'une soixantaine d'années avec une barbe blanche, a vu chaque enfant séparément pendant 2 heures. Puis il m'a vu. Puis il a demandé à voir Céline. Je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais Maître Beaumont m'a raconté plus tard que Céline avait joué la mère brisée à la perfection. Pleurs, sanglots, accusations déchirantes contre moi. Les résultats de l'expertise sont tombés 10 jours plus tard. Je me souviens de ce coup de téléphone de Maître Beaumont. Sa voix était triomphante. Martine, le rapport du docteur Renard est sans appel. Les 3 enfants sont psychologiquement sains et équilibrés. Sophie montre une maturité exceptionnelle pour son âge. Lucas a surmonté ses problèmes d'adolescence grâce à un suivi thérapeutique approprié. Chloé est une enfant épanouie et créative. Et surtout, le docteur Renard écrit, et je cite, il n'existe aucune preuve d'aliénation parentale. Les sentiments négatifs des enfants envers leur mère biologique sont le résultat direct et compréhensible de l'abandon qu'ils ont vécu, et non d'une manipulation de la part de leur grand-mère. Au contraire, Madame Martine Dubois semble avoir fourni un environnement stable, aimant et structurant qui a permis à ces enfants de se développer malgré un traumatisme initial sévère. J'ai pleuré de soulagement, mais Maître Beaumont a tempéré mon enthousiasme. C'est une victoire importante, Martine. Mais ce n'est pas fini. Céline a toujours ses droits parentaux. Elle peut toujours demander la garde ou au minimum un droit de visite. Et légalement, c'est difficile de refuser complètement à une mère biologique tout contact avec ses enfants, même après un abandon. L'audience préliminaire devant le juge aux affaires familiales a eu lieu 3 semaines après mon arrestation. La salle d'audience du palais de justice de Lyon était froide, avec de hauts plafonds et des murs de pierre qui résonnaient. J'étais assise avec Maître Beaumont à une table. De l'autre côté, Céline et son avocate, une femme sèche avec des lunettes carrées, Maître Girard. C'était la première fois que je revoyais ma fille en 13 ans. Mon cœur s'est brisé. Elle avait tellement changé. Ses cheveux, autrefois longs et bruns, étaient maintenant courts et teints en blond platine. Elle avait maigri, son visage était creusé de rides précoces. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son regard, froid, calculateur, sans une once de remords visible. Elle ne m'a même pas regardé. Le juge Mercier, une femme d'une cinquantaine d'années, avec des lunettes et une expression sévère, a ouvert la séance. Nous sommes ici pour statuer sur la demande de garde déposée par Madame Céline Dubois-Moreau concernant ses 3 enfants mineurs, Sophie, Lucas et Chloé Dubois, actuellement sous la garde de facto de leur grand-mère maternelle, Madame Martine Dubois. Maître Girard s'est levé. Madame la juge, ma cliente a été séparée de ses enfants pendant 13 longues années à cause d'une séquestration orchestrée par sa propre mère. Madame Martine Dubois a profité d'un moment de faiblesse de ma cliente, qui souffrait de dépression post-divorce, pour s'approprier ses enfants. Elle a coupé toute communication, ignoré les tentatives de contact et a monté les enfants contre leur mère biologique. Maître Beaumont s'est levé calmement. Madame la juge, tout ce que vient de dire ma consoeur est faux, et nous avons les preuves pour le démontrer. Premièrement, Madame Céline Dubois-Moreau n'a pas confié temporairement ses enfants. Elle les a abandonnés, sans prévenir, sans plan de retour. Nous avons le mot manuscrit qu'elle ait laissé, qui dit clairement « je ne peux plus m'occuper d'eux ». Deuxièmement, Madame Martine Dubois a immédiatement contacté les services sociaux et a obtenu une délégation d'autorité parentale temporaire en toute légalité. Troisièmement, les prétendus emails et lettres de contact n'existent pas. Notre expert informatique a analysé les métadonnées des emails fournis par Madame Céline et ils ont été créés rétroactivement il y a 6 mois, pas en 2010. Le échange sur Darochwain. Juge Mercier a froncé les sourcils. C'est une accusation grave, Maître Beaumont. Maître Girard, mon confrère insinue que ma cliente aurait fabriqué des preuves. C'est diffamatoire. Madame la juge, je demande que l'expert de la partie adverse soit contre-interrogé. Nous avons notre propre expert qui contestera ses conclusions. Le juge a soupiré. Très bien. Nous allons ordonner une expertise judiciaire indépendante des emails en question. En attendant, parlons des enfants eux-mêmes. Où sont-ils aujourd'hui? Maître Beaumont a répondu. Ils sont dans la salle d'attente avec un éducateur spécialisé, prêt à témoigner si Madame la juge le souhaite. Le juge a hoché la tête. Je vais les voir en privé dans mon bureau, un par un, et j'écouterai ce qu'ils ont à dire. Maître Girard a protesté. Madame la juge, ces enfants ont été manipulés pendant 13 ans. Leur parole est biaisée. Maître Girard, tous les enfants seront entendus dans mes décisions de garde. Vous le savez très bien. Ils ont le droit d'exprimer leur opinion, surtout à leur âge.
Le juge Mercier a quitté la salle. Céline s'est levée brusquement et s'est dirigée vers moi. Son avocate a essayé de la retenir, mais elle l'a repoussée. Elle s'est plantée devant moi, les yeux brillants de rage. Tu m'as volé mes enfants. Tu m'as volé 13 ans de leur vie. J'étais malade, maman. J'avais besoin d'aide. Et au lieu de m'aider, tu as profité de ma faiblesse pour me les prendre. J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Tu les as abandonnés, Céline. En pyjama, pieds nus, devant ma porte, tu n'as donné aucun signe de vie pendant 13 ans. 13 ans. Où étais-tu? Pourquoi tu ne m'as jamais appelé? Pourquoi tu n'as jamais essayé de les voir? Son visage s'est décomposé, puis elle a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. Parce que je ne voulais pas qu'il voie qui j'étais devenue. Et maintenant, j'ai refait ma vie. J'ai un nouveau mari, une belle maison à Aix-en-Provence, de l'argent. Et je veux qu'il fasse un partie de cette vie. Voilà. Enfin, la vérité. Elle ne voulait pas ses enfants parce qu'elle les aimait. Elle les voulait parce qu'ils complétèrent son nouveau tableau parfait. Maître Beaumont m'a posé une main sur l'épaule. Martine, ne dites rien de plus. Céline a tourné les talons et est retournée à sa place. 1 heure plus tard, le juge Mercier est revenu. Son visage était indéchiffrable. J'ai rencontré les 3 enfants. Sophie a 19 ans, elle est donc majeure et peut choisir librement. Elle a été très claire, elle souhaite rester avec sa grand-mère. Lucas, 15 ans, et Chloé, 13 ans, ont également exprimé le même souhait avec une détermination remarquable. Cependant, la loi française reconnaît le droit inaliénable d'une mère à avoir un lien avec ses enfants, sauf en cas de danger avéré pour ces derniers. Madame Céline Dubois-Moreau n'a pas été déchue de ses droits parentaux. L'abandon, bien que moralement répréhensible, ne constitue pas automatiquement une raison légale de couper définitivement tout lien. Mon cœur s'est arrêté. Donc voici ma décision préliminaire. La garde principale des mineurs, Lucas et Chloé Dubois, reste provisoirement chez Madame Martine Dubois. Cependant, un droit de visite supervisée est accordé à Madame Céline Dubois-Moreau, à raison d'une fois par mois, dans un lieu neutre avec la présence d'un éducateur spécialisé. Une audience complète aura lieu dans 3 mois pour statuer définitivement sur la garde et sur les accusations de séquestration portées contre Madame Martine Dubois. D'ici là, l'expertise informatique des emails sera finalisée et un rapport social complet sera établi sur les 2 foyers. Séance levée, j'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Maître Beaumont m'a soutenue. C'est une demi-victoire, Martine. Les enfants restent avec vous. Les visites supervisées sont le minimum que le juge pouvait accorder à Céline sans créer un précédent dangereux. Mais dans 3 mois, nous aurons toutes les preuves nécessaires pour faire débouter complètement ces accusations. Sophie, Lucas et Chloé m'attendirent dans le couloir. Quand ils m'ont vue, ils se sont précipités vers moi. On reste avec toi, maman a demandé Chloé avec anxiété. Oui, ma chérie, vous restez avec moi. Mais vous allez devoir voir Céline une fois par mois, juste 1 heure, avec quelqu'un pour surveiller. Lucas a serré les poings. Je lui parlerai pas. Elle n'existe pas pour moi. Je lui ai pris le visage entre mes mains. Lucas, mon chéri, je comprends ta colère. Mais tu vas devoir être fort, pour toi, pour tes sœurs. Cette épreuve ne durera pas éternellement. Dans 3 mois, tout sera fini. On va gagner, je vous le promets. Mais au fond de moi, une peur grandissait. Et si je me trompais? Et si le juge décidait finalement que Céline avait le droit de reprendre ses enfants? Qu'est-ce que je ferais? Comment pourrais-je vivre en sachant que j'avais échoué à les protéger? La première visite supervisée a eu lieu 2 semaines plus tard dans un centre médico-social du 5e arrondissement. C'était une salle neutre peinte en beige clair, avec des jouets pour enfants dans un coin et des chaises en plastique disposées en cercle. Une éducatrice, Madame Laurent, une jeune femme d'une trentaine d'années, avec un sourire bienveillant, était présente pour superviser. Lucas a refusé de venir. Il s'est enfermé dans sa chambre le matin de la visite et a hurlé qu'il préférait aller en prison plutôt que de voir Céline. Sophie et Chloé sont venues par sens du devoir, mais leurs visages étaient fermés, leurs épaules tendues. Céline était déjà là quand nous sommes arrivés. Elle portait une robe élégante et des talons hauts. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Elle ressemblait à une femme qui sortait d'un magazine de mode, pas à une mère qui retrouvait ses enfants après 13 ans. Mais chérie, a-t-elle dit en ouvrant les bras, venez que maman vous serre contre elle. Sophie et Chloé sont restées figées près de moi. Céline a laissé retomber ses bras, visiblement blessée. Vous ne voulez pas me faire un câlin après tout ce temps? Sophie a pris la parole, sa voix froide et contrôlée. Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas ma mère. Vous êtes Céline, la femme qui m'a abandonnée quand j'avais 8 ans. Ma mère, c'est Martine. C'est elle qui m'a élevée, qui m'a consolée, qui m'a aidée à faire mes devoirs, qui a venu à tous mes spectacles d'école. Céline a pâli. Sophie, j'étais malade. J'avais besoin de temps pour me soigner. Tu ne comprends pas ce que c'est, la dépression. Je ne pouvais pas m'occuper de vous dans cet état. J'ai fait ce qui était le mieux pour vous. Non, a coupé Sophie sèchement. Tu as fait ce qui était le mieux pour toi. Si tu nous avais aimés, tu aurais trouvé une solution. Tu aurais demandé de l'aide. Tu aurais donné des nouvelles. Tu aurais envoyé des lettres, des cartes d'anniversaire. Quelque chose? N'importe quoi. Mais 13 ans de silence, c'est pas de la maladie, c'est de l'égoïsme. Céline s'est tournée vers Chloé. Et toi, ma petite Chloé, tu te souviens de maman? Chloé a secoué la tête. Non.
Je me souviens de rien. J'avais 3 ans. J'ai regardé des photos de vous pour me rappeler à quoi vous ressembliez, mais je n'ai aucun souvenir, aucune émotion. Vous êtes une étrangère pour moi. L'heure de visite a été atroce. Céline a essayé de parler de sa nouvelle vie, de sa belle maison, de son mari qui était médecin, des vacances qu'ils pourraient faire ensemble. Sophie et Chloé répondirent par monosyllabes, le visage fermé. À la fin, Céline pleurait. Madame Laurent a essayé de médier, de créer un dialogue, mais c'était impossible. Le fossé était trop grand. En rentrant à la maison, Sophie m'a dit: Maman, je ne retournerai pas à ces visites. Je suis majeure. Légalement, personne ne peut m'y obliger. Et je ne veux plus jamais revoir cette femme, Chloé a murmuré. Moi non plus. Elle me fait peur. Les mois suivants ont été une montagne russe émotionnelle. L'expertise informatique a confirmé ce que nous savions déjà. Les emails prétendument envoyés par Céline en 2010 avaient été créés 6 mois plus tôt. Les métadonnées ne mentaient pas. Maître Girard a tenté de contester, mais son propre expert a dû admettre l'évidence. Céline avait fabriqué des preuves. Le rapport social a également été accablant pour Céline. L'assistante sociale qui a visité son domicile à Aix-en-Provence a noté que la maison n'avait aucune chambre préparée pour les enfants, aucune photo d'eux, rien qui indiquait qu'elle avait prévu leur arrivée. Quand on lui a demandé où dormiraient les enfants, Céline a vaguement désigné une pièce de rangement. On y a transformera ça en chambre, avait-elle dit. L'audience finale a eu lieu en septembre 2023. Cette fois, la salle était pleine. Des journalistes étaient présents. L'affaire avait fait du bruit dans la presse locale. Grand-mère accusée de kidnapping après avoir élevé ses petits-enfants abandonnés. Les titres étaient accrocheurs. Le juge Mercier a commencé par résumer les faits, puis elle a annoncé sa décision. Après avoir examiné l'ensemble des preuves, des témoignages et des rapports d'expertise, ce tribunal conclut que Madame Céline Dubois-Moreau a volontairement abandonné ses 3 enfants en octobre 2010 sans donner de nouvelles pendant 13 ans. Les accusations de séquestration et d'enlèvement portées contre Madame Martine Dubois sont totalement infondées et sont par conséquent rejetées. Au contraire, ce tribunal reconnaît que Madame Dubois a agi avec un dévouement exemplaire et un sens des responsabilités remarquables en accueillant et en élevant ses petits-enfants dans des conditions difficiles. Concernant la garde des mineurs, Lucas et Chloé Dubois, ce tribunal accorde la garde exclusive à Madame Martine Dubois. Madame Céline Dubois-Moreau n'a démontré aucune capacité ni volonté réelle de reprendre son rôle parental. Les tentatives de fabrication de preuves constituent une circonstance aggravante qui démontre un manque de sincérité dans sa démarche. Aucun droit de visite n'est accordé à Madame Céline Dubois-Moreau. Si, dans le futur, elle souhaite renouer un contact avec ses enfants désormais adultes, cela devra se faire avec leur consentement libre et éclairé, et non par contrainte judiciaire. J'ai fondu en larmes. Sophie et Chloé pleuraient aussi. Lucas, qui avait finalement accepté de venir pour cette audience finale, serrait ma main si fort que j'avais mal. Mais c'était une douleur douce, la douleur du soulagement. Céline est sortie de la salle sans un mot, son visage était un masque de rage contenu. Maître Girard a annoncé qu'elle ferait appel, mais Maître Beaumont était confiant. Avec un dossier aussi solide, l'appel n'aboutira jamais, m'a-t-il assuré. Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là avec un sentiment de libération. Pour la première fois en 13 ans, nous pouvions enfin respirer. J'ai préparé le dîner préféré des enfants, des lasagnes maison avec une salade. Nous avons mangé en riant, en pleurant, en nous remémorant toutes ces années difficiles. Lucas m'a dit: Maman, je suis désolée pour tout, pour ma rébellion, pour les choses horribles que j'ai dites. Tu ne méritais pas ça. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Je l'ai serré dans mes bras. Mon chéri, tu n'as pas à t'excuser. Tu étais un enfant blessé. Et maintenant, tu es devenu un jeune homme formidable. Sophie a levé son verre d'eau. À maman. À la femme qui nous a sauvés. À la femme qui nous a aimés quand personne d'autre ne le faisait. Ah, la meilleure maman du monde. Nous avons tous trinqué. Même Chloé, qui avait les yeux brillants de larmes. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. 3 jours après le jugement, j'ai reçu un appel d'un journaliste du Progrès. Madame Dubois, votre histoire a touché beaucoup de gens. Nous avons reçu des centaines de messages de soutien, des grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants, des enfants abandonnés devenus adultes qui se reconnaissent dans Sophie, Lucas et Chloé. Accepteriez-vous de témoigner, de raconter votre histoire? J'ai hésité. Puis j'ai regardé mes 3 enfants qui me fixaient avec espoir. Oui, ai-je dit, je veux témoigner. Pas pour moi, mais pour tous les grands-parents silencieux qui font ce que j'ai fait, pour qu'on reconnaisse leur sacrifice, pour qu'on change les lois qui rendent si difficile de protéger les enfants abandonnés. L'article est paru une semaine plus tard, en première page, avec notre photo à tous les 4, souriants, enlacés. Le titre disait: Une grand-mère courage face à l'injustice.
L'article racontait notre histoire en détail. Les réactions ont été immédiates et massives. Des députés ont contacté Maître Beaumont pour proposer une réforme de la loi sur la délégation d'autorité parentale. Des associations de défense des droits de l'enfant m'ont invité à témoigner. Des grands-parents du monde entier m'ont écrit pour partager leurs propres histoires. J'ai reçu une lettre particulièrement touchante d'une grand-mère de Marseille. Chère Martine, écrivait-elle, merci. Merci d'avoir eu le courage de vous battre. Grâce à vous, je ne me sens plus seule. J'élève mes 2 petits-fils depuis 5 ans, après que leur mère les a abandonnés. Comme vous, je vis avec une retraite minuscule. Comme vous, j'ai peur chaque jour qu'elles reviennent et me les arrachent. Votre victoire me donne de l'espoir. Sophie a décidé de consacrer sa carrière d'avocate aux droits de la famille. Je veux défendre des gens comme toi, maman. Des gens qui font ce qui est juste même quand c'est difficile. Lucas est entré dans une école d'ingénieur et rêve de créer des logiciels pour aider les services sociaux à mieux suivre les enfants en danger. Chloé continue le piano et donne maintenant des petits concerts dont les bénéfices vont à des associations d'aide aux enfants abandonnés. Quant à Céline, elle a effectivement fait appel. Mais comme Maître Beaumont l'avait prédit, l'appel a été rejeté. Elle a ensuite disparu à nouveau de nos vies. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'elle avait divorcé de son nouveau mari et qu'elle vivait maintenant à l'étranger. Je ne sais pas où. Et franchement, je ne veux pas savoir. Aujourd'hui, en 2024, un an après le jugement, notre vie a trouvé une nouvelle normalité. Sophie a obtenu son master en droit avec les félicitations du jury. Lucas a été accepté dans l'école d'ingénieur de ses rêves. Chloé vient de gagner un concours régional de piano. Moi, j'ai 75 ans maintenant. Je suis fatiguée. Mon corps porte les marques de ces 13 années de lutte, mais mon cœur est en paix, parce que je regarde mes 3 enfants, ces 3 petits êtres brisés que j'ai trouvés sur mon perron un matin d'octobre, et je vois 3 jeunes adultes forts, équilibrés, aimants. Ils m'appellent toujours maman, et je ne me lasserai jamais de l'entendre. Nombre total de mots. Partie 2, 3128 mots. Total cumulé, 6253 mots. Les mois qui ont suivi le jugement final ont été étrangement calmes. Après 13 années de tempêtes constantes, le silence était presque déstabilisant. Je me réveillais encore parfois la nuit, le cœur battant, pensant que tout n'était qu'un rêve, que Céline allait frapper à la porte avec la police, que j'allais perdre mes enfants. Mais chaque matin, je me levais et ils étaient là. Sophie dans sa chambre, plongée dans ses livres de droit. Lucas qui s'entraînait au football dans le parc. Chloé qui jouait du piano avant le petit déjeuner. La vie avait repris son cours normal, mais pas tout à fait. Quelque chose avait changé en nous tous. L'affaire judiciaire nous avait marqués d'une manière profonde et indélébile. Sophie était devenue plus déterminée, plus combative. Elle avait vu de ses propres yeux comment le système juridique pouvait être à la fois juste et cruellement lent. Lucas avait perdu une partie de son insouciance. Il était plus sérieux maintenant, plus protecteur envers Chloé et moi. Et Chloé elle-même, la plus jeune, avait mûri trop vite. À 14 ans, elle avait dû témoigner devant un juge, raconter son abandon, expliquer pourquoi elle ne voulait pas connaître sa mère biologique. Un soir d'octobre 2023, exactement 13 ans, jour pour jour après l'abandon, nous étions tous les 4 assis autour de la table. J'avais préparé un dîner spécial. Pas pour célébrer l'abandon, bien sûr, mais pour marquer notre survie, notre victoire. Sophie a levé son verre. À nous 4, à cette famille bizarre et magnifique que nous formons, à maman qui n'a jamais abandonné. Nous avons trinqué, j'ai pleuré, encore une fois. Lucas m'a demandé ce soir-là: Maman, tu regrettes parfois de nous avoir pris? Ta vie aurait été tellement plus facile sans nous. Tu aurais pu voyager, profiter de ta retraite, vivre tranquillement. J'ai regardé mon petit-fils, ce jeune homme de 15 ans qui me posait cette question déchirante. Jamais, pas une seule seconde. Vous 3 êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. Vous m'avez donné une raison de me lever chaque matin, une raison de me battre, une raison de vivre. Chloé a souri à travers ses larmes. On t'aime, maman, plus que tout au monde. Je sais, ma chérie, et moi aussi je vous aime, plus que ma propre vie. Les semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de courriers, des lettres de grands-parents dans des situations similaires, des histoires déchirantes d'enfants abandonnés, de parents défaillants, de systèmes judiciaires qui protégeaient plus les droits des parents biologiques que le bien-être des enfants. Une lettre en particulier m'a profondément touchée. Chère Madame Dubois, je m'appelle Françoise Martin. J'ai 68 ans et j'élève ma petite fille de 6 ans depuis 3 ans. Sa mère, ma fille, est toxicomane. Elle a abandonné la petite chez moi pour aller chercher sa prochaine dose et n'est jamais revenue. J'ai essayé d'obtenir la garde légale, mais le juge dit que je dois d'abord retrouver ma fille et lui donner une chance de se réhabiliter. Pendant ce temps, je vis dans la terreur qu'elle réapparaisse et emmène la petite dans son monde de drogue et de violence. Votre histoire me donne de l'espoir. Merci d'avoir parlé. Merci d'avoir montré que nous ne sommes pas seuls. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Combien y avait-il de Françoise Martin en France? Combien de grands-parents silencieux qui élevèrent des enfants abandonnés sans reconnaissance, sans aide, sans protection légale? J'ai montré la lettre à Maître Beaumont.
Il faut faire quelque chose. Ces gens ont besoin d'aide, nous devons changer les lois. Maître Beaumont a hoché la tête. J'y travaille déjà, Martine. J'ai contacté plusieurs députés. Il y a une réelle volonté politique de réformer le code de la famille. Votre cas a mis en lumière un problème systémique. Mais ces choses prennent du temps, des mois, des années parfois. En attendant, que pouvons-nous faire concrètement pour aider ces familles? Nous avons créé une association. Sophie, Lucas, Chloé et moi. Nous l'avons appelée les Racines du Cœur, une association pour soutenir les grands-parents qui élèvent à leurs petits-enfants. Nous avons ouvert une permanence téléphonique. Sophie, avec ses connaissances juridiques naissantes, donnait des conseils légaux gratuits. Lucas gérait le site internet et les réseaux sociaux. Chloé organisait des événements de collecte de fonds. Et moi, je répondais aux appels, j'écoutais les histoires, je partageais mon expérience. Le premier appel que j'ai reçu était d'un grand-père de Toulouse. Madame Dubois, je m'appelle Pierre. J'ai 75 ans. Mon fils est en prison pour trafic de drogue. Sa femme est partie on ne sait où. J'élève leur jumeau de 4 ans. Mais je suis malade, j'ai un cancer. Les médecins disent qu'il me reste peut-être 2 ans. Qu'est-ce qui va arriver aux petits quand je ne serai plus là? Qui va s'occuper d'eux? Mon cœur s'est serré. J'ai parlé avec Pierre pendant 1 heure. Je l'ai mis en contact avec une assistante sociale que nous connaissions. Sophie a commencé une procédure pour trouver une famille d'accueil de qualité au cas où. Nous ne pouvions pas sauver tout le monde, mais nous pouvions essayer. Un appel à la fois, une famille à la fois. L'association a grandi rapidement. En 3 mois, nous avions aidé 50 familles. En 6 mois, 200. Les médias s'intéressaient à nous. Des émissions de télévision nous invitaient. Sophie est apparue sur France 2 pour parler de notre cause. Elle était éloquente, passionnée. Les enfants abandonnés ne sont pas des statistiques, disait-elle. Ce sont des êtres humains qui méritent la stabilité et amour. Et les grands-parents qui les élèvent ne sont pas des baby-sitters temporaires. Ils sont des parents à part entière et méritent d'être reconnus et soutenus. Les dons ont commencé à affluer. Des petits dons de 5 ou 10 euros de retraités qui comprenaient notre lutte. Des dons plus importants d'entreprises qui voulaient là en aider soutenir notre cause. Avec cet argent, nous avons pu faire plus. Nous avons créé un fonds d'urgence pour aider les grands-parents en difficulté financière. Nous avons payé des frais de scolarité, des fournitures, des vêtements. Nous avons même aidé à payer des loyers pour éviter des expulsions. Un jour de décembre 2023, nous avons reçu une lettre du ministère de la Famille. Ils voulaient nous rencontrer, discuter d'une possible réforme législative. Sophie, Lucas, Chloé et moi sommes allés à Paris. C'était la première fois que je montais dans un TGV depuis des années. Les enfants étaient excités. Moi, j'étais nerveuse. Qu'est-ce qu'une vieille institutrice comme moi pouvait dire à des bureaucrates parisiens? Mais quand nous sommes entrés dans le bureau du ministre délégué, j'ai compris que notre voix comptait. Il y avait là des députés, des sénateurs, des représentants d'associations, et ils voulaient nous écouter. Madame Dubois, a dit le ministre, un homme d'une quarantaine d'années, avec des lunettes et un costume impeccable. Votre histoire a touché la nation. Elle a mis en lumière une faille dans notre système de protection de l'enfance. Nous voulons la corriger. Mais nous avons besoin de votre expertise. Dites-nous ce qui doit changer. J'ai pris une profonde respiration. La délégation d'autorité parentale doit être plus facile à obtenir pour les grands-parents. Actuellement, il faut prouver que les parents sont défaillants. Mais parfois, les preuves sont difficiles à rassembler. Un parent peut disparaître pendant des mois et le système considère toujours que c'est temporaire. Pendant ce temps, les enfants vivent dans l'incertitude. Deuxièmement, les grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants doivent recevoir une aide financière. Nous vivons avec des retraites minuscules. Élever des enfants coûte cher. Beaucoup de grands-parents tombent dans la pauvreté parce qu'ils font ce qui est juste. Troisièmement, si un parent biologique abandonne ses enfants pendant plus de 2 ans sans donner de nouvelles, il devrait automatiquement perdre ses droits parentaux. On ne peut pas disparaître pendant 10 ou 13 ans et revenir en exigeant la garde. C'est cruel pour les enfants, Sophie a ajouté. Et les enfants doivent avoir une voix plus forte dans les procédures judiciaires. Pas seulement les adolescents. Même les jeunes enfants peuvent exprimer leurs peurs, leurs besoins. Les juges doivent vraiment les écouter et prendre en compte leurs souhaits. Le ministre a pris des notes. Tout cela est raisonnable. Nous allons travailler sur un projet de loi. Mais je dois vous prévenir, le processus législatif est lent. Il faudra du temps, des mois, peut-être des années avant qu'une loi soit votée. Nous comprenons, ai-je dit. Mais au moins, nous avançons. C'est déjà un progrès énorme. En rentrant de Paris ce soir-là dans le TGV, Sophie m'a dit: Maman, tu te rends compte? Tu as changé quelque chose. Pas juste pour nous, pour des milliers de familles. J'ai souri. Non, ma chérie, nous avons changé quelque chose. Toi, Lucas, Chloé et moi. Ensemble, comme toujours. L'année 2024 a apporté son lot de défis et de joie. Sophie a terminé son master en droit avec la mention très bien. Elle a été recrutée par un cabinet d'avocats prestigieux de Lyon, spécialisé en droit de la famille. Son premier cas,
Défendre une grand-mère qui se battait pour la garde de ses petites filles. Sophie a gagné, évidemment. Lucas a intégré l'école d'ingénieur centrale Lyon. Il travaillait sur un projet de logiciel pour aider les services sociaux à suivre les enfants en danger. Son idée était de créer une base de données centralisée où toutes les informations sur un enfant seraient accessibles, des visites médicales au signalement scolaire. Trop d'enfants passent entre les mailles du filet parce que l'information est fragmentée, expliquait-il. Mon système permettrait de détecter les problèmes plus tôt. Chloé a gagné le concours national des jeunes pianistes dans sa catégorie d'âge. Elle a joué notre mélodie, notre petite famille, devant un jury national. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle quand elle a fini. Le président du jury lui a dit: Mademoiselle, votre musique raconte une histoire. On sent la douleur, mais aussi l'espoir. C'est rare chez quelqu'un d'aussi jeune. Continuez. Quant à moi, à 75 ans, j'étais plus occupée que jamais. L'association prenait beaucoup de mon temps, mais j'adorais ça. Chaque famille que nous aidions me rappelait pourquoi je me battais. Un jour, une grand-mère de Bordeaux m'a appelée en pleurs. Madame Dubois, grâce à votre aide, j'ai obtenu la garde de mon petit-fils. Le juge a lu votre histoire et a dit qu'il ne voulait pas répéter les erreurs du passé. Il a accordé la garde immédiatement. Vous m'avez sauvé la vie. Vous nous avez sauvé la vie. Ces moments rendaient tout le reste supportable. La fatigue, les nuits courtes, les douleurs dans mes vieilles articulations. Tout valait la peine. En mai 2024, nous avons organisé le premier grand rassemblement des familles aidées par notre association. Nous avons loué une salle municipale à Lyon. Plus de 300 personnes sont venues, des grands-parents de toute la France. Certains amenaient leurs petits-enfants, d'autres venaient seuls, cherchant du soutien et de la communauté. C'était magnifique. Voir toutes ces personnes qui avaient fait le même choix que moi, qui avaient dû sacrifier leur tranquillité pour sauver des enfants. Nous n'étions plus seuls. J'ai pris la parole devant l'assemblée, mes mains tremblaient, je n'avais jamais aimé parler en public, mais quand j'ai vu tous ces visages qui me regardaient avec espoir, j'ai trouvé ma force. Chers amis, ai-je commencé, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons tous fait le même choix. Le choix de l'amour, le choix du sacrifice, le choix de mettre les besoins d'un enfant avant notre propre confort. La société ne nous reconnaît pas toujours. Le système juridique nous complique souvent la vie, mais nous savons, au fond de notre cœur, que nous faisons ce qui est juste. Ces enfants que nous élevons, ce ne sont pas juste nos petits-enfants, ce sont nos enfants, et nous les aimerons et les protégerons jusqu'à notre dernier souffle. L'ovation a été assourdissante, des gens pleuraient, d'autres applaudissaient debout. Sophie, Lucas et Chloé étaient à mes côtés, les larmes aux yeux. Après mon discours, plusieurs grands-parents sont venus me parler. Chacun avait une histoire, chacun avait lutté, chacun avait vaincu, et ensemble, nous formions une communauté. Une famille élargie de guerriers silencieux. Le soir, alors que nous rangions la salle, une vieille dame s'est approchée de moi. Elle devait avoir 80 ans, le dos voûté, les mains tremblantes. Madame Dubois, a-t-elle dit avec une voix faible. Je m'appelle Henriette. J'élève mon arrière-petit-fils depuis 7 ans. J'ai 82 ans. Je suis fatiguée. Mes amis me disent que je suis folle, que je devrais le placer en foyer et profiter de mes dernières années. Mais je ne peux pas. Il a 4 ans quand sa mère l'a laissé chez moi. Il en a 11 maintenant. C'est un bon garçon. Il s'occupe de moi autant que je m'occupe de lui. Votre histoire m'a donné la force de continuer. Merci. J'ai pris les mains d'Henriette dans les miennes. Non, madame, c'est vous que je dois remercier. Vous êtes un exemple pour nous tous. Ne laissez personne vous dire que vous êtes folle. Vous êtes un héros. Nous avons pleuré ensemble, deux vieilles femmes unies par la même bataille. En juin 2024, une bonne nouvelle est arrivée. Le projet de loi dont le ministre nous avait parlé avait été déposé à l'Assemblée nationale. La loi du bois, comme certains journalistes l'appelaient déjà. Elle comportait trois mesures principales. Simplification de la délégation d'autorité parentale pour les grands-parents. Allocation financière mensuelle pour les grands-parents élevant leurs petits-enfants. Déchéance automatique des droits parentaux après 2 ans d'abandon sans justification valable. Le débat à l'Assemblée a été houleux. Certains députés disaient que la loi était trop dure pour les parents en difficulté. D'autres argumentaient qu'elle ne protégeait pas assez les enfants. Mais finalement, en septembre 2024, la loi a été votée. 387 voix pour, 152 voix contre. C'était une victoire historique. Sophie, Lucas, Chloé et moi avons été invités à la cérémonie de signature de la loi. Le président de la République en personne a signé le décret. Madame Dubois, a-t-il dit en serrant ma main, votre courage a changé les lois de notre pays. Des milliers d'enfants et de grands-parents vous doivent une dette de reconnaissance. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste murmuré: Merci, monsieur le président. Mais c'est surtout pour eux que je l'ai fait. En désignant mes 3 enfants. La vie a continué. Sophie s'est fiancée avec Thomas, son petit ami du lycée, qui était devenu physicien. Lucas a rencontré une fille magnifique à son école d'ingénieur, Camille, qui partageait sa passion pour l'informatique. Chloé a été acceptée au Conservatoire de Lyon pour étudier le piano professionnellement. Ils grandissaient, ils s'envolaient, et c'était normal, c'était ce que j'avais toujours voulu pour eux.
Un soir d'octobre 2024, 14 ans exactement après l'abandon, j'étais assise seule dans mon salon. Les enfants étaient tous sortis avec leurs amis. L'appartement était silencieux. J'ai regardé autour de moi. Ce petit appartement de 55 mètres carrés qui avait été notre refuge pendant toutes ces années. Les murs avaient vu tant de larmes, tant de rires aussi, tant d'amour. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis répondu. Allô? Il y a eu un silence. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis plus d'un an. Maman, c'est Céline. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai rien dit. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler. Je sais que tu me détestes. Mais il faut que je te dise quelque chose. J'ai attendu. Je suis désolée. Sa voix tremblait. Je suis tellement désolée pour tout, pour l'abandon, pour le procès, pour la douleur que je vous ai causée. Je ne cherche pas d'excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais je voulais que tu saches que je regrette. Chaque jour, je regrette. Pourquoi tu appelles maintenant, Céline? Parce que j'ai appris pour la loi qui porte ton nom. J'ai vu les interviews, j'ai lu les articles, et je me suis rendu compte de ce que tu as sacrifié, de ce que tu as construit. Ces enfants que j'ai abandonnés, tu les as transformés en personnes extraordinaires. Sophie est avocate, Lucas ingénieur, Chloé pianiste. Tout ça grâce à toi. Je voulais juste te dire merci et te dire que j'ai honte, une honte que je porterai jusqu'à ma mort. Je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être la fatigue, peut-être le pardon qui vient avec l'âge, peut-être juste le soulagement que tout était enfin terminé. Céline, tu es ma fille, je t'aimerai toujours, quoi que tu aies fait. Mais Sophie, Lucas et Chloé sont mes enfants maintenant. Si un jour tu veux les revoir, ce sera leur décision, pas la mienne. Mais sache que malgré tout, je ne te déteste pas. Je suis juste triste, triste pour ce qui aurait pu être. Elle pleurait. Je le savais. Merci maman, au revoir. Le téléphone a raccroché, je ne l'ai plus jamais revu ni entendu. Mais cette conversation a fermé quelque chose en moi, une blessure ancienne qui saignait encore. Maintenant, elle pouvait cicatriser. Aujourd'hui, en 2025, j'ai 76 ans. Sophie a 27 ans et va se marier l'année prochaine. Lucas a 24 ans et a créé sa propre start-up qui aide les services sociaux. Chloé a 19 ans et donne des concerts dans toute la France. Ils sont heureux, équilibrés, aimants. Et c'est tout ce qui compte. Notre association Les Racines du Cœur aide maintenant plus de 1000 familles par an. La loi que nous avons contribué à créer a changé la vie de dizaines de milliers de grands-parents et d'enfants. Ce n'est pas parfait, il y a encore du travail à faire, mais c'est un début. Les gens me demandent souvent si je regrette, si je referai le même choix. Et ma réponse est toujours la même, sans hésitation. Ces 13 années ont été les plus dures de ma vie, mais aussi les plus belles, parce qu'elles m'ont donné un but, une famille, un amour inconditionnel. Quand j'ouvre ma porte maintenant, je ne trouve plus des enfants abandonnés. Je trouve des jeunes adultes qui viennent me rendre visite, m'apporter des fleurs, me raconter leur vie, qui m'appellent maman avec amour et fierté, qui me disent merci, pas avec des mots toujours, mais avec leur sourire, leur réussite, leur bonheur. Et c'est suffisant, plus que suffisant. C'est tout. Nombre total de mots. Partie 3, 3129 mots. Total cumulé, 9382 mots. L'hiver 2025 est arrivé avec son cortège de neige et de froid mordant. Lyon était particulièrement belle sous son manteau blanc. Les quais de Saône scintillaient sous la glace. Les lumières de Noël illuminaient les rues commerçantes de la presqu'île. Et notre petit appartement de Vèze était rempli de chaleur et de vie comme jamais auparavant. Sophie avait emménagé avec Thomas dans un appartement du 6e arrondissement. Un joli 2 pièces avec vue sur le parc de la Tête d'Or. Ils préparèrent leur mariage prévu pour juin 2026. Chaque week-end, Sophie venait me voir avec des catalogues de robes, des échantillons de faire-part, des idées de décoration. Maman, qu'est-ce que tu penses de cette couleur pour les nappes? Et ces fleurs, elles sont jolies, non? J'adorais ces moments. Ma petite fille, qui avait été si brisée à 8 ans, était maintenant une femme radieuse qui planifiait son avenir avec confiance et joie. Lucas partageait un appartement avec 2 autres étudiants près de l'école centrale. Son logiciel pour les services sociaux commençait à être adopté par plusieurs départements. Il avait même reçu une subvention du gouvernement pour développer le projet. Je suis tellement fière de toi, mon chéri, lui disais-je régulièrement. Papa Robert aurait été fier aussi. Ton grand-père adorait les nouvelles technologies. Lucas souriait. Je sais, maman, c'est pour ça que j'ai appelé le logiciel Projet Robert. En son honneur. Chloé vivait encore avec moi, mais pas pour longtemps. Elle avait été acceptée pour un stage de perfectionnement à Paris, au Conservatoire national. 6 mois à Paris pour travailler avec les meilleurs professeurs de piano de France. Elle partait en janvier. J'étais à la fois fière et terrifiée. Fière de ses accomplissements. Terrifiée de me retrouver seule pour la première fois en 15 ans. Le soir où Chloé m'a annoncé son départ prochain, nous étions assises dans la cuisine autour d'une tisane. Maman, tu vas être toute seule ici. Ça va aller? Je ne veux pas te laisser.
J'ai pris sa main dans la mienne. Ma chérie, c'est exactement ce que je veux pour toi. Que tu vives ta vie, que tu réalises tes rêves. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai survécu à bien pire qu'un appartement vide. Mais Chloé n'était pas convaincue. On peut trouver quelqu'un pour venir habiter avec toi. Madame Fontaine du quatrième a une nièce qui cherche un logement, où tu pourrais prendre un colocataire. Non, ai-je dit fermement. J'ai besoin d'apprendre à vivre pour moi maintenant. Pendant 15 ans, j'ai été maman à plein temps. C'était merveilleux. Mais maintenant, vous êtes grand. Vous avez vos propres vies. Il est temps que je redécouvre qui est Martine. Pas maman, pas mamie, juste Martine. Le jour du départ de Chloé était un dimanche glacial de janvier. Sophie et Lucas sont venus nous aider à charger ses affaires dans la voiture, des valises pleines de vêtements, son clavier électrique, des partitions par centaines, des photos de nous quatre encadrées qu'elle voulait avoir dans sa chambre parisienne. Pendant qu'on chargeait le coffre, les voisins sont sortis pour dire au revoir. Madame Fontaine pleurait. Notre petite Chloé qui part conquérir Paris, Monsieur Blanchard, le vieux boulanger retraité du deuxième, lui a donné un sac de croissants pour la route. Et Madame Rousseau, la concierge qui nous connaissait depuis toujours, lui a glissé une médaille de Saint-Christophe. Pour te protéger pendant le voyage, ma petite. Le trajet jusqu'à la gare de Lyon-Pardieu s'est fait dans un silence émotionnel. Chloé tenait ma main sur la banquette arrière pendant que Thomas conduisait. Quand nous sommes arrivés sur le quai, devant le TGV qui l'emmènerait à Paris, j'ai failli craquer. Ma petite dernière. Mon bébé. Celle qui pleurait silencieusement quand je l'avais trouvée sur mon palier. Celle qui avait transformé sa douleur en musique. Elle partait. Chloé m'a serrée dans ses bras. Maman, je reviens dans 6 mois et je t'appellerai tous les jours. Promis. Je sais, ma chérie. Va réaliser tes rêves. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais cette petite famille bizarre que nous avons construite. Jamais, a murmuré Chloé. Comment je pourrais oublier? Vous êtes tatoué sur mon cœur. Le train est parti. J'ai agité la main jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Puis je me suis effondrée en larmes dans les bras de Sophie. Ma grande fille forte m'a tenue pendant que je pleurais. Pleurs de tristesse, pleurs de fierté, pleurs de soulagement aussi. J'avais réussi. Contre toute attente, contre tous les obstacles, j'avais élevé 3 enfants abandonnés et je les avais transformés en adultes extraordinaires. Ma mission était accomplie. Les semaines suivantes ont été étranges. L'appartement était trop silencieux. Le matin, je préparais du café juste pour moi. Pas besoin de réveiller personne. Pas de cartable à préparer. Pas de dispute sur qui utilisait la salle de bain en premier. Juste le silence. Un silence assourdissant. Gérer dans les pièces vides, la chambre de Lucas avec son lit fait et ses posters de footballeurs encore accrochés au mur. La chambre de Sophie et Chloé avec les 2 lits superposés qu'on avait achetés d'occasion il y a 10 ans. Mon petit bureau reconverti en chambre, puis redevenu bureau. Chaque pièce était pleine de souvenirs, de rires, de larmes, de vie. Madame Fontaine du quatrième étage a commencé à descendre me voir tous les jours. Elle apportait des gâteaux, du thé, des magazines. On parlait pendant des heures de ses enfants à elle qui habitèrent à l'étranger, de ses petits-enfants qu'elle voyait une fois par an, de la vie qui passait trop vite. Vous savez, Martine, me disait-elle, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, je n'aurais jamais eu le courage d'élever 3 enfants à mon âge. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Peut-être. Ou peut-être que je n'avais juste pas eu le choix. Quand on se retrouve face à 3 enfants abandonnés sur son palier, on ne réfléchit pas. On agit. L'instinct maternel prend le dessus. Et ensuite, jour après jour, on fait ce qu'on doit faire. On n'a pas le luxe d'abandonner, parce que ces petits êtres comptent sur nous. Alors on trouve la force, on la trouve toujours. L'association Les Racines du Cœur continuait de grandir. Nous avions maintenant des antennes dans 15 villes françaises. Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Partout, des grands-parents se rassemblaient pour s'entraider. Nous avions créé un système de parrainage. Les grands-parents expérimentés guidèrent les nouveaux, partagèrent leurs conseils, leurs astuces, leurs espoirs. Sophie gérait l'aspect juridique depuis son cabinet d'avocat. Lucas avait créé une plateforme en ligne pour faciliter les échanges. Et moi, je continuais à répondre aux appels, à écouter, à réconforter, à donner de l'espoir. Un jour de février, j'ai reçu un appel particulier. Une voix masculine, âgée, tremblante. Madame Dubois, je m'appelle André, j'ai 25 ans. Mon fils unique est mort dans un accident de voiture il y a un an. Sa femme s'est remariée et ne veut plus de leur fille. Elle a 10 ans. Elle s'appelle Léa. Les services sociaux veulent la placer en foyer parce qu'ils disent que je suis trop vieux. Mais Léa ne veut personne d'autre que moi. Elle pleure tous les soirs. Que puis-je faire? Mon cœur s'est serré. Cette histoire, c'était notre histoire. Encore et encore. Donnez-moi vos coordonnées, monsieur André. Je vais faire jouer tous mes contacts. Nous allons nous battre pour que Léa reste avec vous. J'ai appelé Sophie immédiatement. Elle a pris le cas pro bono, gratuitement. Elle a contacté les services sociaux, argumenté, menacé d'aller devant le juge. Finalement, après 3 semaines de bataille, André a obtenu la garde temporaire de Léa. Il m'a appelé en pleurs pour me remercier. Vous m'avez sauvé la vie, madame. Vous nous avez sauvé la vie à toutes les deux. Ces victoires me donnaient un sens à ma nouvelle vie solitaire.
Je n'élevais plus mes propres enfants, mais j'aidais des centaines d'autres grands-parents à élever les leurs. C'était ma nouvelle mission, mon nouveau but. En mars 2025, j'ai reçu une invitation inattendue. Le président de la République organisait une cérémonie pour honorer les héros ordinaires de France. Des gens qui avaient fait une différence dans leur communauté. J'étais sur la liste. Madame Dubois, disait la lettre officielle, vous êtes invitée à recevoir la médaille de la Légion d'honneur pour votre dévouement exceptionnel envers l'enfance abandonnée et votre contribution à la réforme législative en faveur des familles. La Légion d'honneur. Moi, une vieille institutrice retraitée de Lyon, j'ai d'abord pensé que c'était une erreur ou une blague. Mais Sophie a insisté. Maman, tu dois accepter. Tu le mérites. Tu as changé des vies. Des milliers de vies. La cérémonie avait lieu à l'Élysée en avril. Sophie, Lucas et Chloé ont tous pris congé pour m'accompagner. Chloé est revenue spécialement de Paris pour l'occasion. Nous avons pris le train ensemble, tous les quatre, comme dans le bon vieux temps. Dans le TGV, les gens nous regardaient. Une vieille dame avec trois jeunes adultes qui riaient et se taquinaient. Nous devions former un tableau étrange, mais nous nous en fichions. Nous étions une famille, une vraie famille. Pas celle du sang nécessairement, mais celle du cœur, celle du choix. L'Élysée était encore plus impressionnant que je ne l'imaginais. Les salons dorés, les lustres de cristal, les gardes républicains en uniforme. Je me sentais minuscule et déplacée dans ma robe simple achetée au solde de Monoprix. Mais Sophie m'a pressé la main. Tu es magnifique, maman, et tu mérites d'être ici plus que n'importe qui d'autre. La cérémonie a rassemblé une vingtaine de personnes. Un pompier qui avait sauvé une famille d'un immeuble en feu, une infirmière qui avait créé une association pour les malades du cancer, un professeur qui avait transformé une école de quartier difficile, et moi, la grand-mère qui avait élevé ses petits-enfants abandonnés. Quand le président a épinglé la médaille sur ma poitrine, il m'a dit: Madame Dubois, vous incarnez ce que la France a de meilleur, le courage, la générosité, l'amour inconditionnel. Votre histoire a inspiré une nation et changé nos lois. Au nom de la République, je vous honore. J'ai murmuré un merci à peine audible. Les larmes coulaient sur mes joues ridées. Dans la salle, Sophie, Lucas et Chloé applaudissaient debout. Leurs visages rayonnaient de fierté et d'amour. Après la cérémonie, les journalistes se sont précipités vers moi. Madame Dubois, comment vous sentez-vous? Quel message avez-vous pour les autres grands-parents dans votre situation? Qu'est-ce que vous voulez dire aux parents qui abandonnent leurs enfants? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je veux dire aux grands-parents que vous n'êtes pas seuls, que votre sacrifice sera reconnu. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, ces enfants que vous élevez comprendront ce que vous avez fait pour eux, et ils vous aimeront pour ça. Quant aux parents qui envisagent d'abandonner leurs enfants, je leur dis ceci: demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte à admettre qu'on n'y arrive pas. Mais n'abandonnez pas vos enfants sans explication, sans contact, sans espoir de retour. Parce que l'abandon laisse des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Les interviews ont duré des heures. Quand nous sommes finalement sortis de l'Élysée, il faisait nuit. Les lumières de Paris scintillaient autour de nous. Nous avons marché le long de la Seine, tous les quatre, en silence. Un silence paisible. Satisfait. Lucas a rompu le silence. Maman, tu sais ce qui est fou? Quoi, mon chéri? Si Céline ne nous avait pas abandonnés, on ne serait pas là aujourd'hui. Sophie serait peut-être devenue une ado paumée. Moi, je serais probablement en prison. Chloé aurait peut-être abandonné le piano. Tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à toi. Mais aussi d'une certaine manière tordue, grâce à cet abandon. Sophie a hoché la tête pensivement. C'est vrai. Je déteste Céline pour ce qu'elle a fait. Mais en même temps, si elle ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu maman. On n'aurait pas eu cette famille incroyable. C'est bizarre comme la vie fonctionne. Parfois, Chloé a ajouté, le mal peut créer du bien, la douleur peut créer de la beauté. C'est ce que ma musique essaie d'exprimer. Notre petite famille était née de l'abandon, mais elle est devenue quelque chose de magnifique. En mai 2025, l'association a organisé son deuxième grand rassemblement national. Cette fois à Paris, plus de 1000 personnes sont venues. Des grands-parents, des petits-enfants devenus adultes, des travailleurs sociaux, des avocats, des politiciens. Même le ministre de la Famille Doc était présent. L'ambiance était festive mais aussi émotionnelle. Tant d'histoires, tant de douleurs transformées en espoir, tant de familles reconstruites sur les ruines de l'abandon. J'ai de nouveau pris la parole, mais cette fois, je n'étais pas seule. Sophie, Lucas et Chloé étaient à mes côtés sur l'estrade. Nous voulions parler ensemble, montrer ce qu'une famille du cœur pouvait devenir. Sophie a commencé. Je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans. J'ai été abandonnée à 8 ans. Aujourd'hui, je suis avocate spécialisée en droit de la famille. Je me bats pour que ce qui nous est arrivé n'arrive plus à d'autres enfants, ou que s'il arrive, ces enfants aient un système qui les protège rapidement et efficacement. Lucas a continué. Je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans. J'ai été abandonné à 6 ans. J'étais un enfant en colère, violent parfois. Mais grâce à l'amour inconditionnel de ma grand-mère devenue ma mère, j'ai canalisé cette colère en énergie positive. Aujourd'hui, je crée des outils technologiques pour protéger les enfants en danger. Ma colère est devenue ma force.
Chloé a terminé, je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans. J'ai été abandonnée à 3 ans. Je ne me souviens pas de cet abandon, mais je vis avec ses conséquences tous les jours. Ma musique est ma thérapie. Elle me permet d'exprimer des émotions que je ne comprends pas toujours, et j'espère qu'elle aide d'autres personnes blessées à trouver leur propre guérison. Puis c'était mon tour. Je m'appelle Martine, j'ai 76 ans. Il y a 15 ans, j'ai ouvert ma porte et trouvé 3 enfants abandonnés. Ils auraient pu briser ma vie tranquille, mais ils l'ont enrichie au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Aujourd'hui, je veux dire à tous les grands-parents ici présents, vous n'êtes pas des saints, vous n'êtes pas des héros, vous êtes juste des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires par amour. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. L'ovation a duré 5 minutes pleines, des gens debout, des gens en larmes, des gens qui criaient merci, merci pour votre courage, merci pour votre exemple, merci d'avoir parlé pour nous. Après le rassemblement, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est approché timidement. Madame Dubois, je m'appelle Mathieu. J'ai été élevé par mes grands-parents après que mes parents soient morts dans un accident. Ils sont décédés, tous les deux, il y a 2 ans. Cancer. Ils ne verront jamais que je suis devenu médecin. Ils ne sauront jamais à quel point je leur suis reconnaissant. Votre histoire m'a permis de faire mon deuil, de comprendre que leur sacrifice n'a pas été vain. Merci. Je l'ai serré dans mes bras, ce jeune homme qui pleurait sur mon épaule. Vos grands-parents le savent, ai-je murmuré. Où qu'ils soient, ils le savent. Et ils sont fiers de vous. L'été 2025 a été le plus beau de ma vie. Sophie a passé son mois de juillet à finaliser les préparatifs de son mariage. Je l'ai accompagnée choisir sa robe. Une magnifique robe blanche en dentelle simple mais élégante. Quand elle l'a essayée, j'ai pleuré, ma petite fille. Ma Sophie qui avait été si brisée. La voilà radieuse, amoureuse, prête à commencer sa propre famille. Lucas a obtenu une grosse subvention européenne pour son projet. 2 millions d'euros pour développer son logiciel à l'échelle européenne. Il était aux anges. Maman, tu te rends compte? Mon petit projet va aider des enfants dans toute l'Europe. Chloé a donné un concert au théâtre des Champs-Élysées à Paris. Un concert complet, 2 heures de musique. La salle était pleine. Sophie, Lucas et moi étions au premier rang. Quand Chloé a joué notre mélodie, notre petite famille, en bis finale, toute la salle s'est levée. Ovation debout. Et nous trois, nous pleurions de fierté. Le mariage de Sophie a eu lieu en juin 2026. Mais les préparatifs ont occupé tout l'été précédent. Ce serait un petit mariage intime, juste 50 personnes, la famille, les amis proches, les témoins de notre histoire. Sophie voulait que je la conduise à l'hôtel. Maman, tu es celle qui m'a élevée. C'est toi qui dois me donner en mariage. Pas Céline. Jamais Céline. J'ai accepté. Le cœur gonflé d'amour et de fierté. Le jour du mariage était parfait. Un ciel bleu sans nuages. Le soleil brillait doucement. La cérémonie avait lieu dans une petite chapelle de campagne près de Lyon. J'ai marché lentement dans l'allée centrale, tenant le bras de Sophie, ma belle Sophie dans sa robe blanche. Ses yeux brillaient de larmes heureuses. À l'hôtel, Thomas attendait, ému. Quand je lui ai confié la main de Sophie, je lui ai murmuré: Prends soin d'elle. C'est mon trésor le plus précieux. Il a hoché la tête, trop ému pour parler. La réception s'est déroulée dans un jardin magnifique. Des tables décorées de fleurs blanches et roses. Un repas délicieux préparé par un traiteur local. Des discours touchants. Lucas a raconté des anecdotes hilarantes sur Sophie enfant. Chloé a joué du piano. Et moi, quand est venu mon tour de parler, j'ai simplement dit: Sophie, tu es la preuve vivante que l'amour peut guérir toutes les blessures. Tu as été abandonnée, trahie, brisée. Mais tu ne t'es pas laissée définir par cette douleur. Tu as choisi de devenir quelqu'un de formidable, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui se bat pour les autres. Je suis tellement fière de toi, plus fière que les mots ne peuvent l'exprimer. Je t'aime, mon bébé. La soirée s'est terminée tard dans la nuit. Les derniers invités sont partis vers minuit. Sophie et Thomas sont partis en voyage de noces en Italie. Lucas et Chloé m'ont raccompagné à la maison. Dans la voiture, nous étions tous silencieux, épuisés, mais heureux. En arrivant devant mon immeuble, Lucas m'a dit: Maman, tu veux qu'on monte avec toi, qu'on reste dormir? Non, mes chéris, rentrez chez vous. Vous avez vos propres vies maintenant. Et c'est bien comme ça. Je les ai regardés partir, mes 2 petits, devenus si grands, si forts, si beaux. Et je me suis dit que j'avais réussi. Contre toute attente, j'avais réussi. Aujourd'hui, en août 2026, je suis assise dans mon salon. L'appartement est silencieux mais pas vide. Les murs sont couverts de photos. Sophie, Lucas et Chloé à tous les âges. Leurs diplômes encadrés, des articles de journaux sur notre histoire, la médaille de la Légion d'honneur dans sa boîte de velours rouge. Mon téléphone sonne constamment, des grands-parents qui appellent l'association pour demander de l'aide, des journalistes qui veulent faire des interviews, des politiciens qui veulent mon avis sur de nouvelles réformes. Je suis occupée, je suis utile, je suis heureuse. Certes, je suis vieille maintenant, 76 ans. Mon corps me fait mal certains jours, mes articulations craquent, ma vue baisse. Mais mon cœur est jeune, mon esprit est vif, et j'ai encore tellement à faire, tellement de batailles à mener, tellement d'enfants à sauver,
indirectement, à travers l'association, à travers la loi qui porte mon nom, à travers l'exemple que nous avons donné, mes 3 enfants et moi. 15 ans. Cela fait maintenant 15 ans, jour pour jour, que j'ai ouvert ma porte et trouvé 3 petits êtres tremblants sur mon palier. 15 ans de lutte, de sacrifice, d'amour. Si je pouvais retourner en arrière, est-ce que je referais le même choix, sans hésitation, sans regret? Parce que ces 3 enfants m'ont sauvé la vie autant que je leur ai sauvé la leur. Ils m'ont donné un but, une raison de me battre, une raison d'exister. On me demande souvent quel est le secret. Comment ai-je fait pour élever 3 enfants traumatisés avec si peu de moyens? Et ma réponse est toujours la même. L'amour, juste l'amour, pas l'amour parfait des contes de fées, mais l'amour réel. Celui qui se lève chaque matin, même quand on est épuisé. Celui qui fait des crêpes, même quand il ne reste presque plus de farine. Celui qui sert des enfants, qui pleure, même quand on a envie de pleurer soi-même. Celui qui se bat contre des systèmes injustes, même quand on n'a aucune chance de gagner. L'amour qui choisit, qui décide, qui s'engage. Voilà le secret. Il n'y en a pas d'autre. Mon histoire aurait pu mal finir. J'aurais pu perdre les enfants. Céline aurait pu gagner au tribunal. Les enfants auraient pu être placés en foyer. Ils auraient pu devenir des adultes brisés, traumatisés, incapables de fonctionner. Mais non, par la grâce de Dieu, par le travail acharné, par la chance aussi peut-être, notre histoire a bien fini. Et maintenant, je veux que toutes les autres histoires finissent bien aussi. C'est pour ça que je continue, à 76 ans, fatiguée mais déterminée. Je continue à me battre, pour chaque grand-parent qui élève ses petits-enfants, pour chaque enfant abandonné qui mérite une seconde chance, pour chaque famille brisée qui peut être reconstruite avec de l'amour et du soutien. Ma fille m'a laissé ses 3 enfants. 13 ans plus tard, elle m'a accusée de kidnapping. Mais 5 ans après ça, je peux dire fièrement, ces enfants ne sont plus les siens, ils sont les miens, pas par le sang, pas par la loi au départ, mais par le cœur, par le choix, par 15 années de présence inconditionnelle. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Personne ne pourra jamais dire que je ne suis pas leur vraie mère. Parce que je le suis, dans tout ce qui compte vraiment. Je suis leur mère, et ils sont mes enfants, pour toujours. Nombre total de mots, partie 4.